time is here. The time is now. All over the world. Paris, Saint-Tropez. Michel Cantal-Dupart. Alors, faut-il vous présenter comme Jean-Marie Dutilleul, vous êtes une des figures aujourd'hui de l'architecture et de l'urbanisme en France. Vous avez été très actif sur Banlieue 89, bien évidemment, avec Roland Castro, on se souvient, donc à la fin des années 80. Et puis, vous avez été associé de manière assez proche avec Jean-Marie, avec Nouvelle aussi, qu'on peut citer, au Grand Paris, bien évidemment. Alors, on va vous écouter un peu, nous donner votre vision, comment vous sentez les choses en termes d'urbanisme, de lien entre urbanisme et commerce, bien évidemment. Je cite juste une petite phrase que j'ai vue de vous, que j'ai trouvée très, très, très élégante et résumant bien les choses. L'urbanisme, finalement, c'est l'aspect urbain de l'écologie. Allez, on vous écoute avec donc cette présentation. Oui, bon, on va tout de suite... ça va très vite, oui, effectivement. Voilà. D'abord, un préalable. J'adore venir à Nancy parce que dans toutes les conférences que je fais, généralement, on me demande de parler de la ville de façon plus générale. Et je ne manque jamais de citer Nancy, qui a été dans l'histoire urbaine, dans l'encyclopédie vivante de l'histoire des villes, quelque chose de déterminant, que vous ne savez peut-être pas, mais je vais donc vous le révéler. Au XVIIIe siècle, quand Stanislas bricole, parce qu'il ne sait pas très bien quoi faire, il est roi de... Enfin, il est à Lunéville, mais on lui dit qu'il faut aménager quand même, ou il a l'idée d'aménager Nancy. Oui. Il confie à Héré le soin de faire sa ville. Il aurait pu faire une troisième ville. Et il a une idée qui est d'une modernité formidable. Il prend l'endroit le plus moche de la ville, c'est-à-dire les fossés entre la vieille ville et la ville neuve. Et il fait l'ensemble qui aujourd'hui est visité par le monde entier, qui est l'endroit où nous sommes et surtout la place Stanislas. Et ça se fait au milieu du XVIIIe siècle. Après, Gabriel fera, après c'est toute une succession de villes qui se feront, dont Lisbonne, qui s'inspirera de cet esprit de prendre les endroits les plus désespérés pour faire l'avenir des villes. Voilà, je voulais... Voilà ce qui a été fait. Oui. Et donc, je rends hommage à Nancy pour ce qu'elle a apporté à l'histoire urbaine. Et c'est très contemporain parce qu'aujourd'hui, on parlait du Grand Paris, aujourd'hui il s'agit d'aller dans des endroits souvent désespérés et de chercher à faire que ces endroits désespérés deviennent des lieux rayonnants pour faire de plus grandes villes et de plus belles villes. Voilà. Voilà. Alors simplement pour parler de prospective, je vais faire un bond en arrière. 1970, la première ville piétonne au monde, c'est rue du Gros Horloge à Rouen. Et c'est désespérant. Les commerçants disent on va être fichus, comment ça va marcher, etc. C'est vraiment une histoire absolument impossible. Et moi, je suis à l'époque... expert des Nations Unies, je représente l'UNESCO à Tunis pour sauver la Médina de Tunis. Et la Médina de Tunis, c'est ce que vous avez en rouge. Et voilà le plan d'aménagement quand j'arrive, c'est-à-dire des grosses pénétrantes, des grosses qui cassent la Médina, voilà, c'était complètement impossible comme décision. Ouais. Un autre projet qui est celui d'Olivier Clément Cacoupe qui perce, vous voyez, qui perce la Médina, c'est le schéma que vous avez en haut en 1978 et qui fait une grande pénétrante qui va jusqu'à la mosquée, la Zitouna et c'est très populaire. Les gens disent ah bah oui, on va voir la mosquée, de très belle mosquée, la mosquée de l'Olivier, mais on casse tout le tissu commercial et je m'évertue à dire, et je suis de l'autorité que j'ai en tant qu'expert des Nations Unies, je dis la modernité pour la ville, 1970, 71, la modernité pour la ville, c'est les centres piétons. Je vais mieux vous dire qu'aujourd'hui, ça semble une évidence, mais que ça n'était pas gagné. Mais par la force des choses, par la force du tissu urbain, par la force des commerçants, de la vitalité des commerçants qui ne voulaient pas, avec leurs petites boutiques, qui ne voulaient pas déménager, qui ne voulaient pas être expulsés, par la force d'une association qui s'appelait l'Association Sauvegarde de la Médina, et le poids de l'UNESCO. Bon, tout ça a fait que c'est resté en l'état, et aujourd'hui, la ville de Tunis s'en félicite. Ça a été l'évolution de tous nos centres-villes qui sont devenus plus ou moins piétons, et ça n'est pas fini. Alors, autre phénomène,
Bordeaux. Voilà l'aire d'influence de Bordeaux. Voilà ce que ça veut dire. Quelle masse, tout d'un coup, les commerces vont complètement se passer autrement. Les villes s'organisent, on circule très très mal, soit en voiture, soit en transport en commun. Fort heureusement, je passe très vite parce que je pourrais passer 1 heure sur chacun des schémas, bien évidemment. Mais bien évidemment, on se retrouve à Nantes avec une organisation qui ramène tout en centre, qui est un peu dramatique d'ailleurs, parce qu'à l'heure actuelle, c'est une ville, Nantes, qui a fait un effort extraordinaire sur les transports en commun, se trouve être une ville terriblement encombrée. On y circule très très mal. Et là, ce sont les 3 lignes de métro alors hein, que vous mettez. Non, ça c'est pas des métros, c'est les tramways. Ce sont les tramways qui mènent tous, selon le schéma de 1934, qui mènent tous au centre-ville. Ce qui est formidable pour le centre-ville. C'est formidable, mais pour désenclaver, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de circulation tangentielle pour décoincer justement et redonner au centre un certain oxygène. Enfin, toujours est-il que, voilà, en 1997, une étude que j'avais faite qui montre complètement comment, quand vous êtes sur ce qui s'appelle le périphérique, vous êtes très loin du centre-ville et en quelques minutes, vous êtes de l'autre côté de la ville, ce qui a entraîné une succession d'organisations de grandes surfaces tout autour de la ville et que dans le fond, à partir de ce périphérique, on peut acheter des plantes grasses, des outils, de la nourriture, des costumes, enfin tout. Des jouets même. Et ce qui est dramatique, des fois ça ne marche pas. C'est capricieux, voilà. Ah, trop vite, trop vite. Alors vous avez quand même des choses absolument extraordinaires, dans quelque chose qui n'a pas voulu être ça, mais si vous allez à Villepinte, ce que vous voyez en rouge, est chaque dimanche, puisque les commerces sont ouverts tous les dimanches, chaque dimanche c'est une grande promenade, une espèce de Champs-Élysées, où les gens viennent se promener en famille avec des poussettes, tout, regarder Ikea, enfin l'offre commerciale qui est là. C'était fait pour être une arrivée en voiture, mais c'est devenu une grande rue piétonne de fait, et c'est très intéressant de voir ces évolutions. On dit, bon, ben, ça va marcher. Ça va même jusqu'à cet excès. Non, c'est trop vite. Non, voilà. Ça va même jusqu'à Warris aux États-Unis, car c'est bien évidemment toute cette évolution nous est venue des États-Unis. Nous est venue des États-Unis avec une première émergence qui est à Saint-Étienne, où Casino, enfin un épicier rachète un casino et crée la marque Casino, faisant les grandes surfaces que l'on voit et qui seront reprises partout. On pensait que c'est quelque chose qui ne marcherait pas en France, que c'était typiquement américain, et ça a terriblement pris en France. Fort heureusement, alors vous avez ici un excès, c'est donc Voris que je disais, où la municipalité, la mairie, a décidé d'aller dans la grande surface, là où il y a du monde. Alors ils se sont installés, ils ont fait un Town Center, vous voyez le petit jardin au centre qu'ils ont fait, et ils ont installé la mairie. Ça, alors là, on est... Alors, erreur pour vous. Bah, c'est une tendance bizarre quand même. Hein. Si mais si vous dites que les gens déambulent de plus en plus dans les centres commerciaux. Si je vous disais que c'était l'avenir, vous allez me faire la gueule et vous auriez raison. Non, c'est dramatique. Je le dis parce qu'il n'y a eu qu'un cas, un seul cas. C'est en grande banlieue, donc les gens ont peut-être trouvé que c'était ça qu'il fallait faire. Ouais. Mais moi, je suis très loin de là. N'oublions pas que dans l'animation commerciale des villes, là, vous voyez la première, c'est près de la porte Saint-Denis, entre la porte Saint-Denis et à côté de la porte Saint-Denis, à Paris, c'est la première publicité peinte sur un mur. C'est quand même, on a innové. Alors, elle a été restaurée très récemment. C'est les savons Cadom, le célèbre bébé Cadom. Et donc, il y a une façon dont les villes se parent et sont capables de faire une publicité, comme d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, quand vous nous avez accueillis avec une fanfare, des drapeaux, un marchand de café, enfin tout ce qui était devant et qui est quelque part une publicité pour notre rendez-vous. Notre rendez-vous. Ah. Voilà. Alors, bien entendu, ça se termine sur le réaménagement des villes. Oui. J'adore cet aménagement de Michel Courajou, qui a beaucoup de succès, mais qui est dramatique.
Et je vais clore là-dessus pour vous dire ce qui va se passer maintenant. Pourquoi c'est dramatique? Parce que c'est complètement coupé par une circulation, même si j'ai réussi à faire bouger le tramway de quelques mètres et permettre à tous les petits cafés de créer des terrasses à Bordeaux. Hein. Mais primitivement, le tramway passait directement le long des façades des quais des Chartrons, enfin devant les façades. Il y avait la route qui passait et la mise en valeur des quais. Les vieilles barriques de vin ont été remplacées par des fontaines d'eau. On y a sûrement perdu quelque part. Je dis ça en présence de la bouteille de champagne qui n'est pas factice, que j'ai vue là. On l'ouvrira peut-être un peu plus tard. Là, oui, je m'en doute, dès que le rideau sera fermé. Voilà. Mais c'est un petit peu dramatique parce que ça ne vient pas porter le commerce du centre. Et il aurait fallu connecter beaucoup plus cet aménagement de quai avec la ville, faire des traversées beaucoup plus aisées. C'est toujours très compliqué. Mais c'est un très beau paysage et pas du tout un projet urbain. Je prends un autre exemple qui n'a absolument rien à voir, mais qui a complètement à voir, si ce sont les quais à Nantes. À Nantes, c'est la suite. Non, là c'est New York avec les pistes de vélo maintenant. Oui, non, on est trop loin là. On est parti trop loin, Amsterdam. Non, mais voilà, c'est à Nantes. À Nantes, vous avez une Loire qui a été asséchée. On voit très bien l'île Feydeau et on se doute, en voyant la verdure, où était l'ancienne Loire qui baignait bien sûr le château que vous voyez à droite. Eh bien, à Nantes, ils viennent de décider de piétonniser très fortement entre la place du commerce, qui est à peu près au-dessus de marquer les quais là, dans la verticale, et le château. Ils sont en train de piétonniser tous ces quais qui sont plein midi, plein soleil. Et les cafés ont eu droit de développer des terrasses. Tous les commerces qui étaient là interstitiels, c'est incroyable, il faut aller voir. C'est en un an, ça a été ouvert il y a exactement une année. En un an, c'est une transformation. C'est devenu les Ramblas, les quais, les quais de Nantes. Et ça, c'est l'avenir. On intervient sur l'espace public et on intervient sur un espace public qui subit une transformation radicale, mais qui est en contact direct avec le centre, avec le tramway, avec tous les commerces qui sont là. Et puis, ça, Michel, ce sont les hôtels particuliers du 18e, des armateurs, et tout ça, effectivement, donne une ils allure ont été folle reconstruits, une allure folle mais ils ont été bombardés et reconstruits. Mais c'est une autre. Mais peu importe, ça marche. Ça marche parce que c'est une vision très urbaine d'une transformation des territoires. Alors, l'avenir, Amsterdam, c'est pour rigoler. Amsterdam toujours, les vélos. Alors on dit oui, c'est les Hollandais. Bon, d'accord, ils ont des très bons vélos. Mais là aussi, l'exemple viendra de New York. Moi, j'étais à New York en l'an 2000 et j'en avais marre de me balader. J'étais invité par la Columbia University où je faisais des interventions, tout. Et je voulais un vélo. Et on m'a dit, il n'y a pas de vélo, ça n'existe pas. Quand je voyais des gens, c'était des gens absolument très originaux et très rares. Et on m'a dit, tu vas mourir et puis tu ne vas pas savoir où le mettre. Enfin, c'est bon. Eh bien, New York est en train de devenir une ville cyclable. Voilà les réaménagements des rues. Alors, vous savez ce qui est arrivé cette nuit, si vous ne le savez pas. New York a été noyé. Tout le métro, enfin tout le sud de Manhattan a été noyé. Le métro, c'est assez catastrophique. Mais donc, toutes ces rues piétonnes que nous voyons ont été submergées. Mais au-delà de ça, au-delà de ce petit drame d'actualité, c'est incroyable ce qui est en train de se faire. Je me souviens très bien avoir été à New York en 1980, j'avais rencontré l'agence d'urbanisme, et ils travaillaient sur comment mettre des terrasses comme à Paris. Et c'est très compliqué de mettre des terrasses à New York, il y a des problèmes de trottoirs, de droits, de plein de choses. Et là, ils ont réussi, ils sont en train, ça c'est une rue complète qui a été arrêtée, la circulation a été arrêtée, et on voit totalement sur la photo suivante un carrefour à New York, voilà ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est quelque chose qui va être modélisé et qui va nous encourager à transformer les choses. Alors, comment ça se traduit très précisément, et je vais clore là-dessus, nous voilà sur les Champs-Élysées.
Nous voilà sur les Champs-Élysées. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas vu les photos, on a sauté, mais je parlais à un moment de Souston. J'ai travaillé à Souston, et Souston, c'est une petite ville des Landes, il y avait pour entrer dans tous les commerces 4 marches. Et la rue était une rue inondable, enfin depuis il y a très longtemps. Puis maintenant il y a un réseau, ça fait très longtemps qu'elle n'est plus inondable. Et dans la transformation en rue semi-piétonne de cette rue principale, j'ai eu l'idée d'augmenter la rue de 20 cm. Ça posait un ou deux petits problèmes pour des entrées de garage, mais surtout, ça mettait les commerces, certains commerces à 1 marche de la rue et d'autres à 2 marches. Les gens ont trouvé ça bizarre, et vous ne pouvez pas savoir comment le rapport commercial, comment les commerces ont bondi. J'ai bien évidemment permis qu'il y ait des éventaires, donc augmenter la surface de vente. Ah ouais. Mais surtout, l'entrée dans le magasin qui ne se faisait qu'avec 2 marches a complètement changé le cours des choses. 4 marches, c'était toujours compliqué. Ça a été facilité d'ailleurs par la présence d'un centre d'handicapés qui s'est installé en plein centre-ville. Ouais. Voilà Souston, la rue avec l'église et les trottoirs qui ont été tous surélevés. Et ce qui a été le grand événement, c'est que, alors que tous les commerces, quand je suis arrivé comme urbaniste, tous les commerces étaient en train de fermer les uns après les autres, ils ont tous été réoccupés, et le grand succès, c'est l'arrivée d'une poissonnerie. Ça, alors c'est toujours un événement, une poissonnerie dans un pied d'immeuble. Ça a été dramatique pour la poissonnerie. Ça a été dramatique pour le promoteur qui a fait ça, parce qu'au-dessus d'une poissonnerie, les gens n'aiment pas habiter parce qu'ils pensent qu'il y a des odeurs. Il y a des odeurs. Ce qui, enfin, c'est comme ça. Vous voyez, d'ailleurs, c'est pratiquement fermé. Alors, si on, si on et on revient donc aux Champs-Élysées. Voilà. Sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, vous avez... Voilà, on va en arrière. Là, voilà, les Champs-Élysées. Ça a été réaménagé en 1994 par Bernard Huette. Et vous aviez, si vous regardez bien, sur les Champs-Élysées, voilà un magasin avec 2 marches. Eh bien, l'avenir, et je répète ce que vous avez vu tout à l'heure quand nous sommes arrivés devant cette salle, avec ce café, le marchand de café qui s'était mis au pied, justement, au pied, sur la rue qui vient d'être réaménagée. Jean Nouvel a réaménagé H&M, qui est venu s'installer sur les Champs-Élysées. Et il a eu l'idée de faire poursuivre l'espace public à l'intérieur du magasin. Vous pouvez mettre la dernière photo. On voit, regardez, c'est le même matériau, et c'est la poursuite du trottoir dans le magasin. Eh bien, l'avenir de nos villes, si elle va dans ce sens-là, doit aller dans l'autre sens. Les magasins doivent savoir sortir sur les trottoirs et plus loin. C'est l'animation même des rues. Regardez comment, quand l'ensemble des rues commence à avoir font des repas, font des animations, comment tout d'un coup ils attirent et ils deviennent attractifs. Ce sont les nouvelles publicités. L'avenir de nos centres-villes, de nos vitrines, elle est là. C'est faire que les vitrines passent en 3D dans nos têtes et sortent en volume, sortent des façades pour aller en ville. Vous allez me dire, c'est vieux comme le commerce. Bien évidemment que c'est vieux comme le commerce, puisque le jour où les magasins ont décidé de faire des vitrines, c'était faire rentrer l'œil des passants à l'intérieur du magasin. Ce qu'on voit très très bien sur le décor qui est derrière moi. Mais ce qu'il faut, c'est faire exactement ce qui est fait sur cette scène, c'est-à-dire qu'on sort les tables dans la rue et les bouteilles de champagne pour que les chalands soient gais et joyeux. Ça, Michel, est-ce qu'on peut le faire à peu près partout? Parce que sur les Champs-Élysées, il y a de l'espace, donc on peut faire ça en sorte que ce soit naturel. Mais vous croyez qu'à Souston, j'avais de l'espace? C'est une voie de 7 mètres de large. Donc on peut le faire à peu près partout, vous pensez? Et ça pourrait se généraliser? Mais bien sûr qu'on peut le faire partout. Mais surtout, je vais parler de la Médina de Tunis, c'est des rues de 3 mètres. Non, on peut faire partout, 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 partout. Et c'est ça l'avenir, je pense, en imaginant des formules modernes et contemporaines qui vont un peu plus loin que le simple éventaire sur tréteau qui est devant les magasins. Allez, une dernière question, si vous voulez bien, parce que je le disais, vous avez été vous êtes
vous avez beaucoup œuvré hein, par rapport à Banlieue 89 à l'époque, pour que effectivement il y ait moins cette cassure évidemment entre les quartiers périphériques. On ne parlait pas encore de cité, vous vous souvenez, et donc les centres-villes. Alors comment faire en sorte que le commerce aujourd'hui puisse servir de trait d'union, puisse investir plus aujourd'hui ces zones qui sont présentées comme qui sont défavorisées? Oui, alors tous ces quartiers sont généralement exclus. Oui. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'exclusion? C'est faire que ces quartiers peuvent aller dans tous les autres quartiers, mais que nous, on n'a rien à y faire. On ne voit pas ce qu'on irait y faire. Bon. Eh bien, toute la question, c'est comment rendre... prenons l'exemple du Haut-du-Lièvre. Hein. Ici à Nancy. Je vois à Nancy. Ici à Nancy, hein, qui est un grand ensemble. Bon, je pourrais vous en parler longtemps. Bernard Zerfus. Bon. Comment on peut faire... on voit très bien comment les gens du Haut-du-Lièvre peuvent venir où nous sommes. Il y en a peut-être d'ailleurs qui sont ici dans cette salle, ça n'est pas sûr, mais on ne sait jamais. Mais toute la question, c'est pourquoi nous, on irait au Haut-du-Lièvre et qu'est-ce qu'on irait y faire? Et c'est toute la question que doivent se poser les élus, les urbanistes, les habitants. Quel type de commerce va procurer un échange? Moi, je vois à Perpignan, on a commencé par faire... un marché exotique. Alors ça a commencé, pourquoi? Parce que ça correspondait à la cuisine du quartier, le quartier Clodion. Bon, les gens de tout Perpignan et au-delà qui avaient besoin de trouver des épices, c'était l'endroit où ils venaient. Voilà, c'était pratique. Et puis c'est déjà un début. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un début. Et à l'heure actuelle, on est en train de refaire un petit centre commercial où les marques qui viennent sont des marques performantes. J'estime qu'on a gagné cette bataille. Et donc des gens viennent dans ces quartiers faire une partie aussi de leurs courses venant du centre-ville. Surtout, ils se rendent compte, comme les gens ont un rapport avec leur clientèle, c'est des prix... Plus chaleureux, plus convivial. C'est très gentil de dire ça. Ouais. Ce sont des prix plus conviviaux. Ouais. Et un accueil plus convivial également, un accueil peut-être plus chaleureux de la part des commerçants. Bon, c'est ce qu'on peut espérer. Sourient, c'est bien connu. Merci à vous, Michel. Voilà, prenez place.